Jojo Lion est une partie qui polarise beaucoup. Après ma première lecture, j'avais la sensation que c'était une des moins bonnes parties de Jojo, et elle me paraissait un peu fade à côté de bangers comme Vento Oreo ou Steel Ball Run. Mais même si la plupart des personnes avec qui j'en avais parlé semblaient être de mon avis, ces derniers temps, je vois passer pas mal de gens qui disent l'inverse total, en la présentant comme, je cite, Diamond is Unbreakable en mieux. Du coup, ça m'a donné envie de faire une petite vidéo débat pour remettre les choses au clair et déterminer le plus objectivement possible quelle était la meilleure partie entre Jojo Lion et Diamond is Unbreakable. Commençons par comparer ces deux parties sur une des composantes les plus importantes, les personnages. Déjà, en termes de Jojo, vont s'affronter deux de ceux qui sont considérés comme les moins bons de la licence. Alors d'un côté, on a Josuke partie 4, qui est un personnage avec un caractère assez dépaysant par rapport aux anciens Jojo qui étaient tous des génies. Lui est beaucoup plus simple dans à peu près tous les sens du terme. Déjà dans son but même, qui est à échelle humaine, aussi dans son train de vie, il n'est pas un grand investisseur ou un aristocrate, mais juste normal. Et bon, fatalement, il est aussi beaucoup plus simple d'esprit, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas se montrer intelligent quand la situation le demande. Avec ça, à l'instar de sa partie, il casse les codes des premières parties de Jojo pour amener de nouvelles facettes au manga, ce qui est franchement très cool. Et on va finir sur le point que je préfère de ce personnage, son design. Alors là, pour le coup, il est clairement dans la continuité des looks improbables mais étrangement stylés de Jojo. Mais ce qui est vraiment cool avec lui, c'est que ce style a une vraie explication. S'il a une coupe aussi originale, c'est parce que quelqu'un avec cette même coupe l'a sauvé étant plus jeune. Ce qui en plus vient ajouter une gimmick qui permet à Araki de faire des pirouettes scénaristiques plutôt discrètement. Mais s'il est souvent mis au second plan parmi les Jojo, c'est bien parce qu'il a un gros défaut, qui est que les autres personnages de la partie lui volent souvent la vedette. Parce que entre Jotaro, l'icône de la licence, et Koichi qui a le droit à un gros développement, Josuke n'a pas forcément autant de temps à l'image que les autres Jojo. Ce qui fait qu'on s'attache moins à lui et surtout qu'il n'a pas vraiment de développement au sein de sa partie. Certes, il mûrit un peu, mais comme le montre le fait qu'il n'ait pas de power-up, il n'a pas d'évolution significative. Face à lui, Josuke de Jojo Lion a la particularité assez intéressante d'être amnésique, et finalement on découvrira qu'il est en fait une fusion entre deux personnes, ce qui laisse évidemment place à un bon développement psychologique et à une quête pas forcément originale mais au moins inédite dans le Jojo pour retrouver sa mémoire. Cette spécificité lui donne plusieurs traits uniques qui le détachent pas mal des autres Jojo. Déjà, il a 4 testicules, ce qui est notable, mais surtout à cause de son amnésie, il a un caractère un peu niais, un peu comme un enfant pas très malin, ce qui amène à pas mal de situations assez drôles. Mais au fur et à mesure qu'il avance dans sa quête et qu'il évolue, il finit par montrer deux traits de personnalité assez contradictoires dû aux deux personnes qui composent son corps. Cela donne à Josuke un grand panel de compétences et de possibilités qui lui permettent à la fois d'établir de très bonnes tactiques et de manipuler des gens pour atteindre ses fins. Par contre, un peu comme son homologue de la partie 4, il n'a pas un objectif grandiose qui vise à devenir un dieu ou à sauver le monde, mais il reçoit étrangement un power-up qui amène vers ce genre d'accomplissement, ce qui est évidemment lié à un autre personnage dont on reparlera plus tard. Mais bon, à part ça, je pense que Josuke partie 8 est un personnage à la fois plus atypique et qui offre plus de réflexion et de profondeur, ce qui fait que pour les Jojo, le point revient à Jojo Lion. Maintenant, pour revenir à ce que je disais sur le principal problème de Josuke partie 4, voyons quelle partie a le meilleur Moriogang. Bon, là pour le coup, on ne va pas se mentir que c'est un peu joué d'avance, vu que Diamond is Unbreakable est connu pour ses excellents personnages secondaires. Déjà, il est rempli d'une multitude de personnages. En fait, quasiment tous les manieurs rencontrés dans Morio deviennent des alliés de Josuke, ce qui fait que Araki a un bon panel de personnages pour les faire s'entraider à sa guise durant toute la partie. Mais au-delà de ça, au cœur de tout ça se trouve un petit groupe de manieurs qui sont réellement les protagonistes de la partie et qui sont tous très cool. Honnêtement, je pense que c'est la partie où Araki a le mieux réussi à faire une ambiance dans un groupe d'amis, avec 5 personnages tous relativement bien développés et très puissants qui nous donnent évidemment envie de les suivre. Et on va quand même un peu parler de Koichi et Jotaro qui forment une sorte de duo maître-élève très stylé et très bien développé. Certains voient ça comme un défaut qui empêche Josuke d'être plus mis en avant, mais personnellement je trouve ça plutôt cool de nous présenter plus en détail d'autres personnages qui en plus étoffent Josuke qui par conséquent a des relations plus complètes avec eux. Et bon, en face, on va pas se mentir que c'est clairement pas au niveau. Ok, la dynamique entre Josuke et Yasuo est cool, mais à part ça, les relations sont soit trop courtes, soit pas assez intéressantes. Et en plus, le vrai problème, c'est le fait qu'on ait aucune sensation d'un groupe uni, qui est pourtant ce qui fait la force d'une intrigue dans une ville comme Morio. Malgré ça, on peut quand même souligner que Jobin est un personnage excellent, qui n'est ni allié à Josuke, ni allié aux hommes rochers, mais il ne suffit clairement pas à compenser le reste, ce qui fait que je donne clairement le point des personnages secondaires à Diamond is Unbreakable. Enfin, le dernier point qui concerne les personnages, c'est évidemment les antagonistes. Et pour eux, je ne vais clairement pas m'éterniser sur l'analyse, vu que je l'ai déjà très bien fait dans cette vidéo, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Comme dit dans celle-ci, Kira est vraiment un très bon antagoniste qui pose pas mal de questions au sujet de la définition de l'humanité d'un être, et qui complète parfaitement le Jojo de sa partie. En face, Toro explore le thème moins impactant de l'égoïsme, et est franchement bien trop absent de sa partie pour avoir un impact semblable à celui de Kira. Donc je donne ce point à la partie 4. On va passer à ce que je préfère
faire dans Jojo, c'est l'univers, et plus précisément ici, les apports à l'univers du manga qu'ont eu chacune de ces deux parties. Et pour le coup, il faut bien avouer que ce n'est clairement pas le point fort de Diamond is Unbreakable, qui est plutôt du genre à sublimer d'anciens concepts. Mais bon, cette partie a quand même introduit la notion de stand colony, ou le concept de fantôme qui est vraiment cool et bien exploité dans cette partie, et aussi les améliorations de stand avec Bite the Dust. Mais il faut avouer que tout ça n'est pas non plus ouf. Certes, ce sont des concepts très intéressants et cool, mais soit ils sont exclusifs à cette partie, soit ils sont très peu impactants dans la suite. Mais bon, cette partie a encore 2 ou 3 concepts intéressants, comme les stands évolutifs, qui est déjà un très bon appui pour le développement psychologique de Koichi durant toute la partie, mais surtout qui débouchera sur Tusk et l'incroyable développement de Johnny qui contribuera en grande partie à la qualité de Steel Ball Run. Et enfin, comment parler de cette partie sans évoquer Morio? Cette ville est littéralement le symbole de la partie 4, et elle deviendra également iconique dans Jojo en général, allant jusqu'à devenir le théâtre d'une seconde partie, ce qui est totalement exclusif dans ce manga. Et ça pourrait quand même être un sacré point en faveur de cette partie, sans laquelle Jojo Lion n'aurait littéralement pas existé. Mais vu qu'on les fait directement s'affronter sur des qualités objectives, on ne va pas le compter, parce que sinon, on devrait également dire que les Higashikata et Kira de la partie 8 n'ont aucun mérite, et ça biaiserait le débat. En plus, en ce qui concerne Jojo Lion, les apports à l'univers sont vraiment fournis. Déjà, cette partie introduit un tout nouveau concept très intéressant et assez détaillé, les êtres rochers. Cela permet à Araki de créer des combats toujours différents avec de nouvelles spécificités qu'il peut maintenant rajouter à ses antagonistes, mais surtout de raviver encore une fois le lore de Jojo avec une toute nouvelle catégorie d'ennemis qui en plus font un peu écho à la faculté des hommes du pilier à dormir dans la pierre. Mais il faut quand même préciser qu'il serait franchement dommage de voir ce concept prometteur totalement oublié dans Jojo Land, ce qui semble être le cas pour le moment. Au-delà de ça, ces hommes rochers emmènent également avec eux un nouvel artefact surpuissant qui sera l'enjeu principal de la partie, le Rokakaka. Ce fruit est également une très bonne idée qui colle bien avec l'intrigue, la fait évoluer et même rétrospectivement commencer. Et le boss de l'organisation qui entoure ce fruit nous fait découvrir avec son stand les calamités, une loi qui régissait également le monde de Jojo. Et enfin, on découvre dans cette partie les murs qui voient, qui sont une sorte de dérivé des paumes du diable qui forment un combo avec le Rokakaka. Bon, même si tous ces concepts sont en vrai assez spécifiques à la partie 8, il faut quand même admettre qu'ils sont clairement plus intéressants et enrichissants que ceux de la partie 4. Et puis surtout, Araki n'a pas eu autant de temps pour les réévoquer dans les parties suivantes. Donc je considère que Jojo Lion a apporté plus à l'univers de Jojo, ce qui fait que je lui donnerai ce point. Continuons dans l'univers du manga pour voir laquelle de ces deux parties possède les meilleurs stands. Alors bon, pour cette partie, il faut dire que c'est à peu près impossible d'être tout à fait objectif. Donc là, pour le coup, libre à vous de ne pas être d'accord. Alors déjà, pour les stands des Jojo, est-ce qu'il y a débat? Franchement, non. Certes, on peut dire que Soft and Wet est plus subtil et qu'il excelle dans sa tactique, mais en vrai, tout le monde préfère voir Crazy Diamond rafaler ses ennemis. Et franchement, en termes de design, pour le coup, là, bon, voilà, c'est assez clair. Maintenant, pour les stands des alliés, ouais, là c'est évident, même pas besoin de vous donner la réponse. Par contre, au niveau des antagonistes mineurs, là, il pourrait y avoir débat, non? Aïe aïe aïe. Bon, après, c'est vrai que c'est chaud de se renouveler quand on a déjà fait plus d'une centaine de stands. Mais bon, franchement, c'est pas dingue. Enfin, on va un peu nuancer. Il y a quand même des stands cool, comme Vitamin C, Speed King ou Ozone Baby. Mais le problème, c'est qu'en face, la plupart des stands sont soit très solides, soit très drôles exprès. Quand on voit Red Hot Chili Pepper, qui m'énerve un peu, mais qui est quand même cool, Bad Company ou Stray Cat, c'est pas vraiment possible de faire gagner Jojo Lion. Mais pour les antagonistes majeurs, là, il y a quelque chose à faire. Wonder of You est clairement un excellent stand. Bien qu'il ne soit pas forcément que bénéfique à sa partie, à titre individuel, il faut dire que c'est dur de faire mieux. Mais à côté, Killer Queen avoisine également une perfection totale. Si Wonder of You représente littéralement une puissance divine qui s'abat sur ses ennemis, Killer Queen est un chat qui paraît inoffensif mais qui ne laisse en réalité aucune chance à plus faible que lui. Donc en vrai, j'avoue que c'est très dur de trancher, car l'un comme l'autre représentent des choses très intéressantes et ont des spécificités dans leur pouvoir très cool. Mais pour son côté de réel dieu paraissant omniscient et inarrêtable, je placerai Wonder of You juste au-dessus. Mais cela ne change rien au résultat final quant à la partie avec les meilleurs stands qui est clairement Diamond is Unbreakable. Je vous le demande pas souvent, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien et ça soutient la chaîne. On approche bientôt de la fin de cette vidéo, alors avant de conclure, parlons un peu plus de la forme. Et pour le coup, on ne va pas se mentir que là, Jojo Lion est clairement avantagé vu qu'il est sorti bien après. Donc Diamond is Unbreakable a en vrai un dessin très efficace, dans lequel on sent déjà le début de virage artistique de Araki qui aboutira dans Stone Ocean. Le style s'éloigne déjà pas mal de celui des mangas années 90 pour un rendu plus réaliste et détaillé, surtout je trouve, car les personnages commencent à être designés dans le même style un peu 3D des stands. Et en parlant de ça, pour le coup, les stands de cette partie sont vraiment ultra bien faits et transcrivent vraiment bien ce qu'ils représentent par leur simple visuel. Notamment Killer Queen avec ses grands yeux qui te fixent et son aura ultra menaçante qui traduit l'effroi qu'il inspire chez ses victimes. Mais il faut dire que Araki a quand même sacrément progressé et que
Jojo Lion est quand même très beau. Les personnages sont déjà bien plus cool, pas en termes de design, mais en termes d'exécution. L'effet un peu 3D ou réaliste est vraiment appliqué à son paroxysme ici, avec des personnages qui paraissent tout simplement réels, ce qui contraste vraiment bien avec leur style toujours plus improbable. Et ce côté plus réaliste se remarque particulièrement sur les expressions vraiment très réussies des personnages qui transmettent des émotions bien plus efficacement. Même les stands ou les décors sont bien plus beaux. Mais d'un point de vue objectif, par rapport à leur époque respective, et bien là, Jojo Lion reste meilleur. Parce que à l'époque de Diamond is Unbreakable, Araki était déjà en avance, avec un style déjà assez moderne, mais pas forcément avec un niveau de dessin au-dessus des autres. Alors que aujourd'hui, il fait très clairement partie des mangaka avec la meilleure technique de dessin, et franchement, à part Vinland Saga ou Berserk, je n'ai pas trop en tête de manga en cours de publication qui aurait un meilleur dessin. Donc ce point va évidemment à Jojo Lion. Et là, je dois avouer que je suis assez surpris, mais les deux parties sont à égalité, donc le dernier point va les départager. Et ça tombe bien, car c'est ni plus ni moins que la composante principale de toute histoire, l'intrigue. Et ce qui est cool, c'est que les deux parties ont le même type d'intrigue, ce qui veut dire qu'on va vraiment pouvoir comparer très objectivement et surtout sans souci d'époque. Donc Diamond is Unbreakable nous raconte d'abord le combat du fils illégitime de Joseph aidé par Jotaro contre une arrivée massive de nouveaux manieurs à Morioh. Cela dérivera assez vite sur pas mal de découvertes et mènera le Morioh Gang à traquer un mystérieux tueur de femmes. Et honnêtement, c'est une des enquêtes les plus cool que j'ai vues, tous médias confondus. Déjà car le fait de voir une bonne dizaine de personnages différents enquêter chacun à leur échelle et s'entraider est très cool et permet de ne quasiment jamais être chiant, mais ce qui fait franchement l'intérêt particulier de cette quatrième partie, c'est le rapport de force atypique entre le héros et le méchant. En effet, contrairement à toutes les autres parties, le côté des gentils est en surnombre, et c'est lui qui va traquer et mettre à mal le méchant. De plus, contrairement à tous les autres antagonistes, Kira n'est pas le plus fort de la partie, mais au contraire, il affronte une bande d'ennemis qui contient plusieurs manieurs capables de le 1v1 sans trop de soucis. Un The End, Star Platinum ou Crazy Diamond oblitèrent Killer Queen en 1v1, ce qui amène à des styles d'affrontement et d'avancée du scénario vraiment différents des autres parties et très cool. À côté, dans Jojo Lion, on suit la quête de Josuke, un mec paumé et amnésique à la recherche de sa mémoire, puis du Rokagaka. Bon, pour le coup, l'idée du personnage amnésique est cool, surtout couplé au stand qui, étant une matérialisation de l'âme, permet à Josuke d'avancer sur son passé de manière assez atypique. Mais si comme la plupart des premières moitiés de partie dans Jojo, celle-ci est assez floue dans les objectifs des personnages, le problème c'est que Jojo Lion n'est jamais vraiment très clair. Honnêtement, la deuxième quête de Josuke n'est pas très justifiée, et surtout absolument pas impactante pour nous. Il cherche à sauver une femme qui n'est pas vraiment sa mère et surtout qu'on ne connaît quasiment pas. Personnellement, ce que j'aime bien dans Jojo, c'est que tout est toujours très cohérent avec les bases posées par Araki. Mais là, si Josuke est si attaché à l'idée de sauver sa mère au point de risquer sa vie pour elle, pourquoi est-ce qu'il n'en a strictement rien à faire quand sa sœur meurt littéralement devant ses yeux? Alors oui, c'est pas totalement sa sœur et il ne la connaît pas vraiment, donc c'est logique. Mais dans ce cas, pourquoi vouloir sauver sa mère qui ne l'est pas vraiment non plus? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, et peut-être que ce n'est qu'un détail, mais moi ça me gêne pas mal. Et en plus de ça, le réel problème de cette intrigue, ça reste Toru qui, comme je l'ai dit, n'est pas vraiment très impactant. Donc même si l'exécution de l'intrigue est vraiment bonne, ce qui la déclenche et la conclut est assez décevant ou confus. Alors c'est pour ça que je donnerai cet ultime point à Diamond is Unbreakable, ce qui fait qu'elle est bien la meilleure partie à Morioh. Bon, même si elle a perdu, je dois dire que cette vidéo m'a quand même pas mal réconcilié avec Jojo Lion, parce que du coup j'ai compris ce qui m'avait gêné et surtout ce qui peut plaire dedans. Je pense donc que cette partie, étant moins rigoureuse, plaît juste moins aux gens qui aiment vraiment les mangas très cohérents et réfléchis comme moi. Voilà pour cette vidéo, un peu débat sur les parties de Morioh. C'est un peu un nouveau concept sur la chaîne, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.